J'espère qu'il va pas faire ça toutes les 30 secondes. Hein. Ouais. Donc, dans la démonstration, on a dû commencer par dire, finalement, si vous prenez A1 à K, et AK plus 1, AK plus 2, j'en ai fait que 2, c'est ça? Ou quelconque, ou une longueur quelconque. AK, ah oui, pardon, AK, K plus 2, excusez-moi, merci. Alors, on l'a démontré ça? C'est satisfaisant comme démonstration? Oh putain. Donc ça c'est égal à 1, etc. AK plus 1. Ok, puis après donc on en a déduit par récurrence. Alors on en a déduit Pn par récurrence qui est la proposition que A1, A2, A2, A3, etc. AN-1 à N égale A1, A2, etc. à N. C'était ça l'hypothèse de récurrence? Ou la surprise d'adapter? C'est ça. Bon, ça m'énerve. Il faut que je fasse ça. Voilà. Ok? Donc ça c'est facile. Hein. Donc P1, ça commence à P2. A1, A2 égale 1 à 2. Ok, donc pas de problème. Et Pn implique Pn plus 1. Parce qu'en fait, vous avez 1, A2, etc. AN-1, AN, AN, AN plus 1. D'après ce qu'on a vu au-dessus, ça fait 1, etc. AN. Non, ça c'est d'après Pn, pardon. Le facteur de AN, AN plus 1. Et d'après ce qu'on a vu au-dessus, ça fait A1, etc. AN plus 1. Ok, donc Pn plus 1 est vrai. Ok. Et donc en particulier, on arrive à la chose suivante. Si on fait le calcul, c'était ça, je crois, la question qu'on va poser hier. Si on fait le calcul, A1, A2, etc., AP, rond, AP, AP plus 1, etc., AM. C'est celui-là. Alors qu'est-ce que ça va donner, ça? Maxence? Donc ça va faire A1, A2, AP et AP plus 1 et Oui, alors comment on le démontre? donc on peut scinder en deux, solide gauche et solide droite comme on veut. Alors, vu la forme de ce qu'on a fait là, on va garder celui de gauche, on va scinder celui de droite plutôt. Solide droite, on peut faire AP, AP plus 1, AP plus 1, etc. AP plus 2, etc. AM-1, AM. Et après on les recolle. Voilà. Ok, donc toujours avec la même idée. Donc on va avoir 1, AP plus 1, AP plus 1, AP plus 2, AM-1, AM. Et là il faudrait faire une récurrence, mais on l'a déjà fait, donc on va arrêter de faire 50 000 récurrentes inutiles. Et donc ça fait 1, etc. AP plus 1, peu importe, AM. Ok. Bon, je sais pas exactement, je crois que j'ai mis ça au programme de code, je sais pas trop exactement ce qu'on ferait. Comme ça. Ok, vous ferez une récurrence si vous voulez. Alors, engendrement par transposition, toute permutation se décompose en produit de transposition. Autrement écrit, si on obtient l'ensemble de transpositions de Sn, alors Sn c'est en fait le groupe engendré par Tn. Alors, le groupe engendré par Tn c'est Sn. Donc pourquoi est-ce qu'on a ça? Alors d'abord, comment est-ce qu'on peut, sur cet exemple-là, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 1, 6, 4, 5, 7, comment
comment est-ce qu'on peut trouver une famille de des transpositions qui vont engendrer ce sigma-là, Grégoire? On décompose en 3 cycles, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 6. Voilà, on va le regarder en cycle. Enfin, ici, il y en a 3, mais il aurait pu y en avoir 12. Enfin, pas 12, mais on va regarder le cycle qu'il y a. Donc tu me dis, alors 1, 2, donc tu regardes l'orbite de 1, j'imagine, qui devient 2, qui devient 3, qui devient 1, donc 1, 2, 3. Rond, après 4, 4, 6, 5. Alors le rond 7, je vous rappelle, on n'est pas obligé de le mettre, d'ailleurs on ne va pas le mettre. Ok, et après On propose en transposition chacun des cycles. voilà, en utilisant ce résultat-là, mais dans l'autre sens. Donc ça fait en fait le cycle 1, 2, la transposition 1, 2, 2, 3, 4, 6, 6, 5. Ok? Donc on a pu transformer ça en produit de 4 transpositions. 1, 2, 2, 3 ça ne commute pas, 4, 6 ça ne commute pas avec 6, 5, mais par contre, si vous avez envie, vous pouvez envoyer 4, 6, celui-ci si vous avez envie, vous pouvez envoyer là ou là, celui-là là, d'accord, mais 2, 3 et 1, 2, 2, 3 et 4, 6 et 6, 5, vous ne les mélangez pas ceux-là, premièrement. Deuxièmement, il n'y a pas du tout unicité d'écriture, il y en a plein d'autres possibilités. Hein. Ok? Donc, par exemple, je sais pas, non, il y a plein d'autres possibilités. Si par exemple ici vous pouvez mettre un 7, et puis ici vous mettez un 7. Comme un 7 est indépendant des autres, ils se sont annulés l'un l'autre, et on est revenu, par exemple. Ok? Et l'enjeu du cours d'aujourd'hui, c'est justement la chose suivante, c'est de dire qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux pas faire. Et en particulier, on va voir qu'il y a un invariant, qui est que le nombre de transpositions ne change pas de parité. Vous pouvez en trouver d'autres, mais on aura toujours tous la même parité. D'accord? C'est la signature de la permutation, et la parité des transpositions ne bouge pas. Ok? Donc ça, c'est ce qu'on va essayer de démontrer tout à l'heure. Alors, exercice. Déterminer la permutation A1, AP, A1, AP-1, etc., A1, A2, où les AI sont des entiers tous distincts entre 1 et n. Entre 1 et n, oui. Ainsi que la permutation. Donc, on va faire. Voilà. En fait, ça vaut le coup d'avoir en tête. Donc, ça vaut le coup. La pseudo-châle, là, généralisée, il faut l'avoir en tête. Peut-être si vous avez en tête quelques autres trucs un peu équivalents, c'est pas mal aussi. Donc, en particulier. Donc vous voyez ici, c'est quoi l'idée? C'est vous en fixez un, vous le mettez partout, et là vous avez une famille de nombres. Bon, ici c'est dans l'ordre décroissant, on ne sait pas pourquoi, peut-être qu'on comprendra pourquoi quand on aura fini le calcul. Qu'est-ce qu'elle fait ce calcul-là? Donc comment on fait pour savoir ce que... Quand il y a écrit déterminer, ça veut dire quoi déterminer? Déterminer, ça veut dire essayer d'écrire autrement, quoi, avec un cycle peut-être plus simple. Donc, si on fait le calcul, 1, AP, rond, 1, AP-1, rond, 1, A2. Donc, je vais regarder ça en AK, par exemple. Qu'est-ce que ça me donne? Donc, pendant longtemps, attends que les i qui sont là, sont plus petits que k, oui. Ça donne A1, non? Ça donne 1, non. Ah non, non. Ils ne peuvent pas tous donner AK. Il y a plusieurs AK, ils ne peuvent pas tous donner 1, c'est pas possible. Laurent? Ça donne AK plus 1, pourquoi? Parce que du coup, le AK va être transformé en A1, la AKienne transformée. Voilà, au moment où on va rencontrer un AK, ouais. Du coup, il va être transformé en A1, donc Oui. la prochaine, il va pouvoir être transformé. Oui. Donc la prochaine, c'est AK plus 1. Oui. Et après, parce qu'il y en a d'autres, Et après, après il est indépendant de cela, donc on va faire ça. Donc ici, on va avoir, dans un premier temps, il ne va rien se passer pour AK, donc on peut éliminer plein de monde, jusqu'à arriver à celui-là. Donc c'est ce que nous avons. Après celui-ci va transformer en 1, donc on va avoir 1 AP, 1 AK-1, AK plus 1, pardon. Alors je vais écrire 1 AK toujours, et ça c'est en fait 1. Ok. Et donc il va devenir AK plus 1. Et après il ne bouge pas, c'est AK plus 1. Alors ça c'est vrai pour K qui est
plus petit que P. Puisque P plus 1, on ne sait pas ce que c'est. Maintenant, qu'est-ce qu'on regarde? Si on regarde et si c'est. Et on va pas prendre. Et pour 1, c'est sûrement bizarre, donc on va partir à 2. Alors, si on regarde maintenant 1 AP, rond, 1 à 2, en 1. Qu'est-ce que ça donne ça? A2. Ça donne A2 tout de suite, et après ça bouge plus. Et si on fait 1 AP, rond, hop, rond, 1 A2, en AP, qu'est-ce que ça donne? 1. Et puis les autres, évidemment, sont comme les autres n'interviennent pas, ils sont inchangés. Bilan, cette transposition-là, cette permutation-là, pardon. Donc, 1 AP, 1 AP-1, etc. 1 A2, c'est en fait le cycle. Voilà, A1, A2, etc. AP. Donc voilà une autre possibilité pour décomposer un cycle. Vous pouvez le faire avec Charles, là, en disant finalement 1 AP c'est 1, 2, 2, 3, etc. Vous pouvez le faire comme ça aussi. Donc si je reviens là, ce sigma 1, 2, 3, 4, 6, 5, si on applique la transformation qu'il a là, exemple, donc sigma qui était égal à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 6, 5, on peut aussi le décomposer en 1, 3, 1, 2, 4, 6, 4, 5, 4, 6. D'accord, en appliquant la formule. D'accord, je garde le 1, je le bloque, c'est lui qui va être ma référence. Ou le 4, je le bloque, c'est lui qui va être ma référence. Et après, j'écris dans l'autre ordre. 3, 2, 5, 6. C'est bon? C'est une autre façon de le décomposer. Ça marche. D'accord, on va pas faire le calcul, ça marche. Et qu'est-ce que. Et bien celle-ci, ah ben voilà. Donc ça, c'était la question de tout à l'heure qu'on a fait là. Alors il reste la démonstration quand même de ce théorème. Ah bah non, il n'y a pas la démonstration de ce théorème. Ah non. Bon. Donc qui c'est qui l'a dit là tout à l'heure on l'a juste vu sur un exemple. La démonstration. Il n'y a rien, même pas une building pour une démonstration. Là. Bah, on applique, on décompose le cycle en produit de transposition. D'accord? On sait que Sn, démonstration, quel que soit sigma, il existe C1, CK, disjoint, cycle disjoint, tel que sigma égale C1 rond C2 rond CK, et on sait aussi que quel que soit CI est un produit de transposition par pseudo-chal, là. C'est écrit tout petit. Donc, sigma est un produit de transposition. Et ça, c'est vrai pour tout sigma. Transposition. Ok? Bon, ça nous donne Sn égale le groupe engendré par toutes les transpositions. Alors en fait, on pourrait dire, bon, peut-être que, en particulier si on regarde ces transpositions qu'on obtient dans cette partie-là, peut-être qu'on pourrait restreindre les transpositions, peut-être qu'on pourrait ne pas prendre toutes les transpositions, mais seulement les transpositions telles qu'à une certaine condition. C'est plus sportif, quoi, c'est un peu... Voilà. Par exemple, est-ce qu'on peut prendre toutes les transpositions qui... avec 1, on a le droit de 4 transposer avec 1, par exemple. Vous avez tout, là, vous faites un cycle, vous dites, tiens, je voudrais par exemple transposer 2 et 3. Est-ce que le 2 et 3, je peux l'écrire en utilisant que les transpositions qui passent par 1? Oui? Oui? Oui, parce que transposition IJ, c'est la transposition un J, donc, Comment tu sais ça, toi? j'en ai besoin pour faire l'exercice. Ah! Bon, bah... la question, c'est la question de l'exercice? Non, c'est pas exactement la question, mais... Ok. D'accord, ben c'est vrai. On peut aussi utiliser ce qu'on a vu qui correspond à la question de Jade de tout à l'heure, qui est de dire je veux transformer IJ. Donc c'est un cycle de taille 2. Elle est semblable à un autre cycle, enfin je regarde dans sa classe de conjugaison, et je regarde 1, 2, 1, 2, et je fais 1, 3 par exemple. Je transforme 2 en 1.
Par exemple, vous prenez, je sais pas moi, n'importe quoi, hein. 1, 3. Donc vous dites, moi je vais prendre quelqu'un, est-ce que 1, 2 par exemple, serait dans sa, a priori c'est dans sa classe de conjugaison, c'est un cycle qui a la même longueur. Ok. Dans ces cas-là, il faudrait transformer. Alors qu'est-ce que je vais faire moi? Il faudrait que je transforme par sigma 2 en 1, ou plus de. Oh non, pas du tout. Encore mieux. Ça c'est là. Donc, je transforme 3 en 1 et 2 je ne le transforme pas. Donc je vais prendre par exemple, d'un côté je vais prendre 1, 3, et là 1, 3 moins 1. D'accord. Si je fais ça, fois ça, fois ça, normalement ça donne celui-là. D'après le truc qu'on a vu tout à l'heure. Sigma, rond taux, rond sigma moins 1 égale taux en changeant les valeurs. Et puis en fait, 1, 3 c'est 1, 3 en fait. Donc on peut les mettre de l'autre côté, donc on obtient 2, 3 égale 1, 3, 1, 2, 1, 3. D'accord. Ou bien s'ils sont d'inverse 2 et 3, parce que c'est pareil, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2. Okay. C'est une autre façon d'interpréter, hein. Il suffit de faire le calcul, c'est pas grave. Alors exercice, soit taux, la transposition AB, et sigma, le cycle A1, A2, etc., AP. Un cycle de longueur P plus 1. Donnez la décomposition en produit de cycle à support du joint de taux sigma. Comparez le nombre d'orbites de sigma à celui de taux sigma. Oui. Non. Enfin, on va prendre le nom et puis après on fera peut-être la question s'il est dedans. On va commencer par faire B, mais pas. Donc, B n'appartient pas. Pardon, B n'appartient pas à A1, A2, AP. D'accord. Cycle de longueur P. Donnez la décomposition produit de cycle à support du joint de taux sigma. Alors, taux sigma. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Oui, Alexandre? Ça dépend de cycle A. Donc, du coup, le sigma, ça donne B, A, A. Alors, B transformé en A. A transformé en A1. B transformé en A, ça je veux bien. A, tu me dis, il est transformé en A1, ça je veux bien. Et il y a, à la fin, il y a AP qui lui va être transformé en A par sigma et puis par B après. Donc ça nous donne BA1AP. C'est ça? Ok. Donner la décomposition produit de cycle. Donc ça c'est quand B n'appartient pas au AIAP. Produit de cycle. Donc on va comparer le nombre d'orbites de sigma et celui de taux de sigma. Oui. Le nombre d'orbites de taux de sigma est plus élevé de 1 que celui de sigma. Le nombre d'orbites? Ah non, c'est pas le nombre d'éléments dans l'orbite de A. C'est le nombre d'orbites. Alors ce qu'on ne sait pas, c'est que sigma, il y a peut-être d'autres. Enfin, normalement, il y a les points fixes qui comptent chacun pour une orbite. Il faut compter les points fixes. Mais en fait, dans taux sigma, les points fixes restent là, sauf que B appartient à Sn. Donc en fait, dans sigma, il y a. Dans sigma, il y avait comme orbite, il y avait A1, AP, ça en faisait une, rond B, rond tous les autres. Voilà. Qui sont ni dans un AP, ni dans A, ni dans B. Voilà. Tous les autres n'ont pas bougé. Et dans tau sigma, maintenant, il n'y a plus que l'orbite. Attendez, il y avait A, là, voilà. Il n'y a plus que l'orbite A1, AP, B. Et puis tous les autres là. Donc en termes de nombre d'orbites, de sigma est égal à nombre d'orbites. Nombre d'orbites de sigma est égal à nombre d'orbites de taux sigma. De taux sigma plus 1. Ok, qui est le point fixe B en fait. Ça c'est dans la situation B n'appartient pas au IAP. Et puis alors je sais pas, on va faire l'autre pour voir si c'est faisable. Si B appartient à A1, etc. AP, qu'est-ce que vous en pensez de taux sigma? Alors, il faudrait qu'on lui donne un nom. Donc, par exemple, on pourrait supposer que B, c'est AH. Oui? Le taux sigma, ça va être A de A, et puis de A1 jusqu'à AH-1. Donc,
On est d'accord, A devient A1, A1 devient A2, donc ça bouge pas. Jusqu'à H-1. Et H-1, qu'est-ce qu'il devient, lui? Il devient H et B, qui ensuite devient A. Ok, donc c'est fini. Fin du cycle. Ok, alors ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Donc il nous reste AH, c'est-à-dire Monsieur B. Donc B, lui, donc AH, par la première partie, il devient AH plus 1, donc ça bouge pas. Et qui va jusqu'à AP. Et AP, lui, devient A normalement, puis après il devient B, et B c'est AH, donc c'est fini. Ok, donc voilà ce qui se passe dans la situation où B est un des éléments, donc ça va bien. Et alors en termes de nombre d'orbites, qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas bougé. Même nombre d'orbites, puisqu'il y en avait un qui avait le symbole tombé, et là, même orbite. Même temps. Ok. On continue. Alors, soit IJ dans 2n carré, calcule T1I rond T1J rond T1I, ah, c'est le truc de Mathéo. Montrer que les transpositions de la forme T1I engendrent le groupe symétrique SN. Donc ça, c'était ça l'exercice, ou à peu de choses près. On pense ça. Ok. Donc exercice. Donc T1I rond T1I 1J rond T1I égale T1I. Donc 1, je prends 1. 1 il est transformé en I, il ne bouge pas, qui est retransformé en 1. Quoi? 1 est transformé en I, il est retransformé en 1, donc 1 ne bouge pas. Alors I maintenant, I est transformé en 1, qui est transformé en J, qui ne bouge pas, donc I est transformé en J. Et J est transformé en 1, qui est transformé en I, donc en I. Ok? Donc, ça sert à rien. Et ça fait taux IJ. Alors pourquoi maintenant les transpositions taux 1, I engendrent le groupe SL? Oui? Parce que toute transposition, c'est sous la forme produit des transpositions 1 I. Oui? Et elle est dans le groupe Ok, donc, quel que soit taux appartenant à Tn, je crois que je l'ai appris comme ça tout à l'heure, Tn, il existe I, J appartenant à n indice n, tel que taux est égal à taux IJ, est égal à taux 1, donc on va faire le calcul, I rond taux 1, J rond taux 1, I, donc qui appartient au groupe engendré par les taux 1K, pour K appartenant à n indice n. D'accord? Et maintenant, on va regarder le groupe engendré par le groupe engendré par... D'accord? Puis, le groupe engendré par taux, pour taux appartenant à Tn. En fait, comme celui-ci, c'est un sous-groupe qui contient tous les éléments de ce truc-là. Donc c'est le plus petit des sous-groupes qui contient les éléments de ce truc-là. Donc il est égal au groupe engendré par le taux 1K pour K appartenant à n indice n. Et en fait, c'est Sn. Donc Sn est engendré par les taux 1K pour K appartenant à n indice n. Ok? D'accord? Donc on regarde chacun et puis... C'est bon? Des questions? Non, c'est rigolo. Ouais, c'est rigolo. Alors, un deuxième algorithme. Je crois que c'est pas ça que je voulais dire. C'est écrit. On dirait c'est tout. Et après, appliquer la méthode précédente. Un peu de transposition. Ok, merci. Alors, donc, si on prend, je sais pas qui, une transposition quelconque,
Bon, alors je sais pas trop. Donc si je. Bon, tant pis, je le fais. Donc si je prends une permutation quelconque, je sais pas, celle-là, 2, 9, 8, 5, 3, 1, 7, 2, je l'ai déjà fait, 6, 4. Ok? Et j'essaie de transformer ça en produit de transposition. Alors ce que j'aimerais démontrer, ce que j'aimerais trouver ici, c'est un autre algorithme qui me donne un produit de transposition. Mais ça va être des transpositions qui sont particulières, c'est des transpositions qui sont de la forme I plus 1. Ok? Alors, il y a un truc qu'on avait fait en début de ce chapitre, c'était la chose suivante. C'était écrire la transposition en faisant des flèches, vous vous rappelez? Donc 1 est transformé en 2, 2 en 9, oula, reste là toi, 3 en 8, 4 en 5, 5 en 3, ah oula, faut pas que ça passe ça, 5 en 3, il va y avoir un 2 là, bon c'est pas grave, 6 en 1, oulala, 6 en 1, 7 en 7, 8 en 6, et 9 en 4. D'accord? On va essayer de coder cette transposition. En fait, en produit de transposition, où on inverse des choses, les éléments les unes après les autres, en côte à côte. Ok? Donc par exemple, on va commencer par regarder. En fait, on va faire comme s'il y avait un temps là, qui correspondait au temps des calculs de la droite vers la gauche pour vous. Donc l'idée, on est en train de regarder. Donc par exemple, tant que je suis là, il ne s'est rien passé. Les éléments 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ils ont un peu bougé, mais ils ont gardé leur ordre. Ok? Et puis il arrive un premier croisement qui est là. Donc, autrement dit, quand maintenant, si par exemple, je remettais les nombres en dessous, là, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, ben 1 serait toujours avec 1, 2 toujours avec 2, 3 toujours avec 3, 4 toujours avec 3, mais par contre 6 serait avec 5, 5 avec 6, 7 avec 7, 8 avec 8, 9 avec 9. Donc c'est comme si j'avais fait la permutation 5, 6. D'accord? En fait, à chaque 2, je permute deux éléments qui se suivent. Alors le suivant, il est où? Il est là. D'accord? Donc le suivant, il est là. Et là, en fait, on est en train de permuter l'élément qui est situé en 5e position avec l'élément qui est situé en 4e position. Donc on fait la permutation 4, 5. Même si dans les faits, quand il va arriver après, enfin il va y avoir 4, 5, rond 5, 6, ça veut dire que c'est 6 en fait qui est passé en 4, 4 qui a pris la place de 5 et 5 qui a pris la place de 6. D'accord? Donc c'est exactement ce qui s'est passé. 6 prend la place, là on a 6 qui devient là, 4 devient là et 5 devient là. Et en fait on a ça à toutes les étapes. Donc à chaque nœud en fait, donc après il faut mettre une chronologie. Alors la difficulté c'est quand on a 3 nœuds qui se coupent en même temps, donc c'est pas grave. Votre flèche, vous n'êtes pas obligé de la faire bien droite, hein, vous avez le droit de faire un petit tour qui tourne, ok. Mais à chaque fois que vous avez un nœud, vous avez un changement qui passe. Donc ici, par exemple, on est en train de regarder 1, 2, 3 et 4. D'accord? Alors après c'est quoi? C'est lui, mettons. Donc 2 et 3. Après, lui. Donc 1, je suis aussi mon coup. Alors pourquoi il est là. 1, 2, 3, c'est 4 et 5. Qui rechange. Après, oh là là, il y a ceux-là, je les ai oubliés. De toute manière, ça commute, donc c'est pas grave. 8 et 9. Après, il y a ceux-là. Alors, ceux-là, bon, ça commute dans l'ordre que je veux. Disons celui-là d'abord. Donc 1, 2, 3 et 4, toujours. Après, lui, là. Donc ça doit être 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Bon, disons que la suite, là, 7 et 8. Ouais, ça fait 8. Hop, ça j'ai fait. Alors ensuite, celui-là. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Après celui-ci, ça fait 3 et 4. Après celui-ci, ça fait 5 et 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Après, tous les machins là. Alors 5 et 6, ça doit être celui-là. Alors là, ça doit commute, donc je m'en fiche. Donc c'est pour celui-là. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7.
6, 7, 8 et 9. Et à nouveau celui-ci, là. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Bon, ça fait beaucoup de monde, hein, tout ça. Hein. 5 et 6. J'en suis là, donc c'est 7 et 8. J'ai presque fini. 8 et 9. Ok. Ah, il y a 1 et 2 qui revient, là. 4 et 5. 1, 2, 3, 4, 5, ça. Oula, j'ai oublié cela, mais bon, c'est pas grave. 6 et 7. 7 et 8. Donc là, par contre, il faut bien faire attention. Alors, 6 et 7. 7 et 8. Et voilà. Donc maintenant, si on fait le parcours, là, on va obtenir ce truc-là. Alors, on peut faire, par exemple, le parcours de 6, par exemple. Ok? Donc, juste pour être sûr qu'on a bien codé ce qui va se passer, en fait, d'après mon dessin, le parcours de 6, c'est lui qui va jouer, lui qui va jouer, lui qui va jouer, lui qui va jouer, lui qui va jouer. Donc, c'est-à-dire lui, lui. Alors après, qu'est-ce que je fais 2, 3, encore lui, c'est encore 6 qui va jouer là. Après, il va se passer un gros truc où il ne se passe rien pour 6. Jusqu'à une intervention 1, 2 que j'ai oublié. Si elle remonte en bas. Là, ici. Voilà. Ok. On va voir si c'est ça ce qui se passe pour 6. Donc on y va. Donc je commence par. Je fais rentrer 6 dans ma machine. C'est parti. C'est comme un flipper, je sais pas quoi. Alors, donc il devient 5, il devient 4, il devient 3, il devient 2. Pas de 2, 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 pas de 2. Ah, il devient 1. Il en sort 1. 6 c'est transformé en 1. D'accord? Donc ce qu'on vient de faire pour 6, c'est vrai pour tous les autres en fait. Ok, donc on a un deuxième algorithme, enfin un autre algorithme, pour démontrer que toute permutation, en fait, bon, je ne on ne fera pas la démonstration, mais toute permutation peut s'écrire comme un produit de transposition, et des transpositions qui sont de la forme I plus 1, ce qui est rigolo. Oui? On pourrait pas aussi avoir en essayant d'appliquer notre algorithme à la représentation en Goro. Par exemple, on essaie de simuler 1 et de le rendre à sa place. Quoi, tu veux faire 1 et le rendre à sa place? J'ai rien compris. En gros, on prend le 1 qui est en dessous du 6 dans la représentation, donc plus en haut. Plus en haut. Ouais. Un peu en bas. Dans cette représentation-là, si on prend le 1, qui est en dessous du 6, et on essaie de le ramener à sa place, sous le 1. En faisant des transpositions de proche en proche. Pour le ramener là? Ouais. Oui, alors en fait... Pour le 2 et puis pour le 3, on applique l'inverse de ces transpositions. On produit des transpositions Ok. Ok, donc l'inverse d'une transposition c'est elle-même, donc ça c'est facile pour passer de l'autre côté. En partant de... L'avantage de partir d'en bas, c'est qu'on va les avoir dans l'ordre qui nous intéresse en fait. Si on partait d'en haut, on dirait tiens, je vais changer 1 et 2, comme ça 2 il est bien au bon endroit. Pourquoi pas, hein. Mais à ce moment-là, on va obtenir le truc inversé en fait. Mais quand on envoie de l'autre côté, c'est pas gênant. Donc ce qu'on a fait à la fin, on le fait au début en fait. Enfin, ou ce qu'on a fait au début, on le fait à la fin. Donc 1, 2. Mais voilà, on peut le faire en fait. Si vous voulez démontrer que ça marche bien, en fait, l'idée c'est de faire par récurrence, grosso modo, vous dites quand je suis à l'étape N, après avoir fait N transformations, j'ai bien l'étape N. Voilà, et à l'étape finale, une sorte d'invariant de boucle, quelque chose comme ça. Ok? Alors, appliquer la méthode présentée pour exprimer à nouveau en produit de transposition. Bidule là, celui-là. Donc allez-y, faites-le. Alors attention, peut-être si vous avez deux trucs qui arrivent, si vous en avez trois qui se coupent exactement au même point, bah, vous décalez un tout petit peu l'un des trois. En fait, vous allez avoir un glissement. Il va y avoir trois croisements. Votre doigt n'aura peut-être pas fait le même placement que vous. Les trois croisements, normalement, vont donner c'est 1, 2, 2, 3, 1, 2, 1, 3, 1, 2, par exemple. Pour dire ce genre de choses. Et puis, et après, si vos droites ne sont pas très droites, c'est pas grave. Oui, J'ai très bien entendu pour avoir algorithme parce que pourquoi, par exemple, la deuxième transposition, c'est 4, 5 et pas 4, 6? Parce que c'est le croisement du quatrième brin et du cinquième brin. Mais sur le cinquième brin, c'est Monsieur 6.
Par exemple, je me suis perdu. C'est justement un des trucs intéressants, c'est qu'en écrivant l'algorithme, je ne sais plus qui est où. Hein. D'ailleurs, je me fiche de savoir qui est où. En fait, dans la démonstration, je démontrerai que chacun est à l'endroit où il doit être. Et quand j'écris l'algorithme, je ne sais pas qui est où. Donc par exemple, j'en suis à ce nœud-là. Là. Ce nœud-là, je ne sais pas qui c'est. C'est quoi ce nœud-là? Eh bien, au moment du temps, là, je regarde, je vais compter qui il est. Donc il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'était les nœuds 7 et 8 qui se sont croisés. 9. Donc c'est, je ne sais pas, il était où, il est là. C'est 7 et 8 qui se sont croisés. Ok? C'est bien. Ce que je retiens, c'est le numéro des nœuds qui se croisent. Mais pas les gens qui sont sur les nœuds. Et les gens qui sont sur les nœuds sont heureusement au bon endroit pour pouvoir faire à la fin être à la position qu'ils doivent être. Ok? Vous savez où vous avez fini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc 1 devient 2. 2 devient 3. 3 devient 1. Je ne sais pas si c'est celui-là. 4 devient 6. Hop, 6. 5 devient 4. 6 devient 5. 7 ne bouge pas. D'accord, donc qu'est-ce que j'ai comme 2? J'ai celui-là, 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 celui-là. Donc 2, 3. Donc j'obtiens 2, 3. Rond. 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. Rond. 1, 2. Rond. 5, 6. Voilà. Et le produit de ces 4 transpositions donne, a priori, ce qu'on s'attend. Oui? Ça celui qui est en haut, on est à droite ou à gauche? J'ai pas bien compris ta question. Donc, là, si je regarde mes trucs au niveau, moi, je réponds à une question, mais je ne sais pas si c'est ta question. 1, 2, 5, 6. Ce truc-là c'est lui qu'on applique en premier, en deuxième, en troisième, en quatrième. Donc, premier, deuxième, troisième, quatrième. Ça répond à ta question? Oui, Lucie. Eh bien, parce qu'en fait, excellente question. Pourquoi il y a un ordre, je vais dire plutôt sens, alors qu'on peut les faire couper comme on veut. Et, tu veux répondre? Quoi? Ah, elle a trouvé la réponse à ta question qui est très intéressante. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben, en fait, quand vous les faites couper comme on veut, c'est-à-dire si par exemple vous dites, ah, ce trait-là, je vais prendre du retard, on va le couper. Mais en fait, les trucs, c'est plus les mêmes numéros qui vont se couper. Donc c'est une autre, vous n'allez pas avoir la même chose que. Mais ça marchera quand même. Oui. Ça fait des identités. À chaque fois, si on est obligé de revenir pour arriver bien au numéro, à la fin. Et du coup, tous ceux qu'on aura coupés en trop, ils vont s'émuler. Peut-être, ouais. Ah oui, mais il n'y en aura aucun qui sera coupé en trop en réalité, normalement. Alors, Maxence? En fait, on peut le faire dans l'ordre qu'on veut, mais sur la ligne, on suit le chemin. Donc, Exactement. Les autres, on peut les permuter, mais qui ne sont pas sur le même. Alors, quand ils sont pas à côté, ça permute. Des fois, quand même, par exemple, si vous avez un nœud comme ça peut arriver. Vous avez 1, 2, 3, transformé en 1, 2, 3. Vous dites, ah, bah c'est le même. Donc là, en fait, ça c'est pas bon, il faut zoomer. Donc vous avez deux options. Soit vous dites, je vais faire passer 3 en dessous. D'accord? Soit vous dites, au contraire, moi je vais faire passer 3 au-dessus. Donc c'est le 1 qui passe en dessous. Donc ça n'est pas la même figure. Et donc ça n'est pas le même croisement en fait. Néanmoins, les deux marchent. Ok? Vous allez d'abord déplacer 3 et puis après vous allez déplacer 1, ou bien vous allez d'abord déplacer 1 et puis après vous allez transformer 3. Et ça marche. Oui. Pour l'ordre, c'est juste que vous partez du haut, Oui. et on lisse les deux. Oui. Mais moi, enfin, je me suis mal débrouillé, ils sont au même niveau. Et bien c'est ça. Alors, donc deux options. Soit ils sont au même niveau sans rapport. Ça commute, donc t'en mets un ou l'autre, ça n'a pas d'impact. Je pense que c'est ce que voulait dire Maxence ou Jonathan. Ok? Si par contre ils sont au même niveau ensemble, comme un nœud comme ça, là c'est un rapport. À ce moment-là, tu tires pour les séparer, comme vous faites un nœud de lacet, hein, et à ce moment-là, tu obtiendras une figure qui s'adaptera, ce qui marchera. Ça marche? Donc on arrive à cette proposition-là. Alors, bon, c'est un algorithme rigolo, hein, c'est un algorithme programme. Voilà. Donc toute
toute permutation peut s'écrire comme un produit de transposition, des transpositions qui sont avec deux noms qui sont successifs. D'accord? On a réussi à le faire. Voilà, donc ça c'était pour hier. Alors maintenant pour aujourd'hui, donc on va faire la signature et puis après on fera des exercices. Donc l'idée maintenant c'est de réfléchir pour chaque permutation à lui associer un nom qui vaut 1 ou moins 1 en fonction de certains critères. Alors, il arrive très souvent qu'on s'intéresse au nombre de changements d'ordre dans une permutation. On avait un ensemble d'ordre de 1 de L et au bout de course il se trouve tout mélangé. Combien de changements est-il fallu faire? Ce nombre ne peut pas être fixe, car deux transpositions identiques conduisent à la situation initiale. D'accord? Donc ça veut dire que si vous rajoutez 1, 2, 1, 2, ça vous rajoute à d'autres transpositions alors qu'il ne s'est rien passé. Donc il n'y a pas unicité de décomposition de transposition. Donc le seul nombre auquel on peut avoir accès est la parité de ce nombre de changements. On se rend compte? Enfin, si je fais 1, 2, 1, 2, ça ne change pas, et pourtant j'ai augmenté de 2, donc on se dit si on veut quelque chose qui ne change pas, il doit reconnaître que la parité. D'accord? Parce qu'en effet, si j'ajoute 2, ça ne bouge pas. Alors, soit sigma est une permutation de la LN7, on avait une signature de sigma, le nombre qui est là, qui n'est pas du tout le nombre le plus facile pour le calcul, et qui paraît à peu près le plus naturel en termes de calcul, qui en fait considère le nombre de fois où vous voyez, vous aviez pris. C'est pas très mal, ça. Vous avez l'inverse d'un poly? Vous avez J plus grand plus petit que I? Ou J là et I là? Voilà, super. Donc ça là-bas. Donc vous démarrez sur J plus grand que I, donc au début tous les J sont plus grands que I. Et vous dites, si après J est toujours plus grand que I, ça n'a rien passé. Mais si par contre, sigma de J est... sigma de J est plus petit que sigma de I, donc c'est-à-dire que J s'est croisé avec I en fait par sigma, d'accord? À ce moment-là, il faudrait le compter. Donc vous allez mettre un signe négatif, enfin vous regardez ici, c'est un nombre moins, et vous allez multiplier les moins entre eux. Okay, donc s'il y a 2 croisements, ça redevient positif, s'il y a 3 croisements, ça devient négatif, etc. Donc le truc qui est là, je regarde tous les possibles de IJ, et je fais le calcul. Alors on va donner un exemple, mais on va le donner pour appliquer cette formule, mais c'est vraiment pas la meilleure formule, hein, ok? Mais elle est à peu près naturelle. Donc cet exemple c'est 1, 2, 3, 4, 5, devient 1, 3, 5, 4, 2. Donc on va regarder les produits. Alors, donc, il faut prendre des sous-ensembles de 2 éléments à partir de 5 ici. Donc il y en a 5 fois 4 divisé par 2, 10. Donc, si on regarde 2 et 1, donc 2 et 1, par contre je vais écrire ça, je vais écrire 2, 1, transformé en 3, 1. Donc là, il n'y a pas de changement. Ok? 3, 1 est transformé en 5, 1, plus, plus. Pas de changement. 4, 1 est transformé en 4, 1, pas de changement. 5, 1 est transformé en 2, 1, pas de changement. Donc ça c'est cool. Ça va? Donc maintenant je vais regarder les deux. Donc 3, 2 est transformé en 5, 3, donc toujours positif. 4, 2 est transformé en 4, 3, positif. Et maintenant 5, 2 est transformé en 2, 2, 3. Là c'est négatif. Donc là vous avez le 5 et le 2, en fait, ils ont fait une interversion. Clairement, parce que 5 est devenu égal à 2, vous voyez, et 2 est devenu supérieur à 3. Alors après, on continue. Donc 4, 3, transformé en 4, 5, changement. 5, 3, transformé en 2, 5, changement. Et 5, 4, est transformé en 4, 2, 2, 4, changement aussi. Ok? Donc, il y a eu 1, 2, 3, 4. 4 changements de signe. Donc ici, la permutation de la signature de sigma est égale à moins 1 puissance 4, c'est-à-dire 1. Ok? Alors, ces changements, en fait, on peut les voir sans trop de difficulté avec la représentation qu'on avait là.
suis parti peut-être de braver. Non, c'est bon. 1, 2, 3, 4. Il y a eu 4 opérations de changement d'ordre. Ok. Et donc, on a envie de dire, c'est moins 1 puissance 4 ici. Et il y a combien? Et il y a aussi 4 transpositions au passage, on se rend compte. Dans cet exemple-là. Alors, on va commencer par transformer. Cette fonction signe, elle est assez pénible. D'accord? C'est nul. Alors, est-ce qu'on peut remplacer la fonction signe? Est-ce qu'on peut faire un calcul qui permet de savoir si. On peut faire un calcul qui permet de savoir le signe. Signe de sigma j moins sigma i. On peut faire un calcul qui donne ce signe. La valeur absolue. On divise par la valeur absolue. On fait le calcul lui-même et on le divise par la valeur absolue, c'est vrai. Donc sigma j moins sigma i sur valeur absolue de sigma j moins sigma i. Comme ça? C'est pas quoi? C'est nul. Oui, Mathéo? Souvent, on sait que J est plus grand que I dans la somme. J est plus grand que I, donc quoi? On divise par J moins. On divise par J moins I. Oui, mais alors là, on aura le signe, on aura des valeurs qui pourront être... Tu vois, par exemple, ici, on a divisé 5 moins 3, c'est-à-dire 2, par 3 moins 2, c'est-à-dire 1, on obtient moins 2. Non, on obtient plus 2. Donc, alors, c'est l'idée, enfin, ça va être une des idées, sauf que on n'a pas... Nous, on aimerait vraiment plus 1 ou moins 1. Donc ça, à la limite, pour l'instant, c'est mieux. Alexandre. Quand on va faire chacun de ces calculs du produit, Oui. quand on les multiplie ensemble, on finit par avoir un peu toutes les soustractions possibles, mais qu'avec la moitié d'entre elles. Oui. Et cette moitié correspond au signe. En fait, donc tu me dis si on fait le produit, bon, parce que l'enjeu c'est de faire le produit, à ce niveau-là, on va avoir I petit j de sigma j moins sigma i, le tout divisé par valeur absolue de sigma j moins sigma i. On va se retrouver en présence du produit pour I petit j de sigma j moins sigma i, ça va, c'est le calcul, et on retrouve peut-être ce que tu nous proposais. Mais en fait, ce qu'on va faire, c'est que ici, sigma j moins sigma i, qu'est-ce qui se passe pour les calculs de sigma j, sigma i, Arthur? Toutes les possibilités possibles de. Toutes les possibilités possibles? Non, c'est toutes les possibilités d'un des nombres moins l'autre. Exactement. On va retrouver exactement. En fait, quand on va regarder tous les produits en IJ des sigma j et des sigma i, on va retrouver exactement toutes les distributions des nombres IJ. Sauf qu'en plus, vu qu'on a mis des valeurs absolues, c'est des positifs. Donc on va retrouver exactement le calcul I petit j de j moins i en fait. D'accord? Parce qu'en fait, on retrouve tous les nombres possibles K. Bah, si vous voulez, on va mettre des K et des H. On retrouve exactement tous les nombres H et K possibles. Et en plus, ils sont rangés dans l'ordre positif, puisque avec les valeurs absolues, s'ils sont pas dans l'ordre positif, on les remet positivement. Donc finalement, on obtient ça. Alors maintenant, ça, je vais le transformer en I égale J, et puis je mets tout dans un seul produit. Donc ça fait le produit pour I plus petit j, de sigma I moins sigma J, de sigma J moins sigma I, sur J moins I. D'accord? Mais en fait, l'erreur à prendre, enfin, ce calcul-là, c'est pas le signe. D'accord? C'est pas celui-là qui fait le signe. En fait, pour faire le signe, vous avez plein de nombres, vous en avez d'autres en dessous, et il faut les arranger autrement pour retrouver la fonction signe. Ok? C'est-à-dire, il faut faire le changement de variable, k égale sigma de i et h égale sigma de j. Ok? Mais au final, si on change les variables et qu'on remet dedans, on a toute cette formule. Ce qui nous donne la formule suivante pour la formule classique, plus classique qu'on voit dans la définition de la signature d'une permutation. C'est le produit pour i plus petit que j des sigma j moins sigma i sur j moins i. Il n'y a pas de fonction signe. Ok? Donc concrètement, là, démonstration, bah, ça c'est l'analyse. Ce programme de colle ou pas? C'est pour savoir si je la fais bien ou si je vous dis l'analyse explique bien ce qu'on a fait. Hein?
Non, elle n'est pas. Donc déjà, c'est à vous de voir. Est-ce que l'idée, c'est de faire ce changement de variable, hein, et de montrer que les valeurs absolues, ils les donnent dans le bon ordre. Ça va? Bon. Oui, Loïc? La valeur de h, elle est égale à j. La valeur de h, elle est égale à i. Non, la valeur de h n'est pas égale à i. Hein? La valeur de h... Alors si, enfin... C'est-à-dire que h et k sont des variables muettes, donc je peux les appeler i et j aussi. Puis après, je dis, c'est le même produit. Non, j'aurais peut-être pas dû effacer j'aurais peut-être dû garder mon exemple. Donc, dans la démonstration, si vous voulez, on peut rajouter un truc de plus là. Quand on fait, donc l'idée c'est ce qu'on a fait là, de plus. Donc quand on fait la valeur le produit pour i plus petit que j de la valeur absolue de sigma j moins sigma i, d'accord, on retrouve, alors comment on va écrire ça? On retrouve le produit. On va l'écrire avec des paires, tiens. On va l'écrire avec des paires. On retrouve le produit sur HK appartenant à 2 parmi n indice m de valeur absolue de H moins K. Avec comme ça. Là, en fait, je me fiche de savoir si H est plus grand ou plus petit que K, parce que là, j'ai les valeurs absolues qui sont là. Et en fait, j'ai fait mon changement de variable. H égale sigma j et K égale sigma i. Sigma j et K égale sigma i. Ok. Et maintenant, cet ensemble-là, je peux le réordonner en disant je vais prendre à chaque fois les H plus grand que K parce que j'ai des valeurs absolues. C'est égal au produit pour K petit que H de H moins K. Voilà. Et donc je reviens ici, là. Et après je change ma notation qui me donne ça. Ça marche, c'est pas mal, c'est une démonstration. Oui, non? J'ai pas compris pourquoi on divisait par H. Parce qu'on avait valeur absolue de sigma i moins sigma j. Donc là, il y a une étape intermédiaire qui est produit pour i plus petit que j de sigma j moins sigma i, le tout divisé par produit pour i plus petit que j de valeur absolue de sigma j moins sigma i. Je sépare les i et les j ensemble. Enfin, j'ai deux trucs de ij, et je les sépare en deux parce que je vais faire le calcul de multiplication différemment. Voilà. Si on reprend, alors le problème c'est que j'ai perdu mon tableau là. Si on reprend tout à l'heure là, on avait, vous vous rappelez, je vous avais mis 2, 1, après c'était quoi? 2 moins 1, et là j'avais fait, je sais pas, alors attendez, donc on va reprendre le plein de démonstrations. Je sais pas où j'en suis, là je suis pas du tout au bon endroit, c'est mon truc. Si on reprend ma permutation de terre, c'était 1, 2, 3, 4, 5, qui était transformée en 1, 3, 5, 4, 2. 4, 2. Donc si je prends la définition de tout à l'heure, de sigma, en fait je vais obtenir d'abord signe, donc on a dit qu'on faisait signe de, donc on va commencer par faire 2 moins 1, donc 3 moins 1. Donc ça correspond à i égale 1, j égale 2. Et là c'est sigma j moins sigma i, 3 moins 1. Ok? Je vais en faire un autre, etc. Et à un moment, par exemple, on avait par exemple, je vais prendre cela. Donc on avait 2 moins 5, signe de 2 moins 5. Ça correspondait à j égale 5 et i égale 3. Ok? Vous avez ce calcul-là. Ça marche? Alors maintenant, comment on l'a transformé? Eh bien, ce signe de 2 moins 5, on a dit en fait que c'était 2 moins 5 sur valeur absolue de 2 moins 5. D'accord? Ici, on avait 3 moins 1 sur valeur absolue de 3 moins 1. Fois. Ok? Et ce qui a été génial,
ça a été de dire, en fait, je découple mes numérateurs et mes dénominateurs. Ok? Et en fait, donc, tu vois, etc. Donc, mes numérateurs, je vais les garder comme ils sont. Donc, je vais avoir 3 moins 1, etc., 2 moins 5, etc. Mais ce valeur absolue de 5 moins 2, je vais le transformer en la même chose que 5 moins 2. 5 moins 2, celui-là il est égal à 5 moins 2, celui-là il est égal à 3 moins 1. Et le 5 moins 2, je vais le glisser plutôt sous le calcul où j'avais un moment sigma de 5 moins sigma de 2 divisé par 5, alors, non, pardon, excusez-moi, je vais le glisser sous sigma de 3. Ah oui, c'est ça, sigma de 5 moins sigma de 2, merci. Voilà, sigma de 5 moins sigma de 2. Je vais glisser dessous, et celui qui était en dessous, qui s'appelait à ce moment-là, je me suis perdu. On a une valeur absolue de sigma 5 Ah. On a une valeur absolue de 2 moins 3. Alors, ah oui, là il y a 2, là c'est 2 et 3. Ah oui, là c'est 3, ok c'est ça. Là on a 3, là c'est sigma de 5 moins sigma de 3, voilà c'est ça. Donc il est devenu 2 moins 5, donc il va là-dessous. Et puis lui là, sigma de 5 moins sigma de 2, il apparaît je sais pas où. Il avait dessous lui, il avait 2 moins 3. Ce 2 moins 3, il part ailleurs lui, hein, je sais pas où il va chez quelqu'un d'autre. Et c'est lui qui va prendre sa place. Ok? Et donc en fait, sous 2 moins 5, va apparaître 5 moins 2. Ok? Et puis tous les autres. D'accord? Donc, en fait, on retrouve les... Et ça, c'est ce qui apparaît, c'est ceux-là. Mais je les mets pas... Ils étaient avec quelqu'un, j'ai mis avec d'autres. Et à la fin, je peux tout remettre dans les produits. Ça va? Bon. Il y en a au moins quelqu'un qui suit, parce qu'ils ont mieux corrigé que moi les choses. Ça marche? Alors, propriété caractéristique de ce déterminant, de cette signature, pardon. Alors d'abord, c'est une application de SN dans moins 1, qui vaut moins 1 pour toute transposition, et qui est multiplicative, c'est-à-dire que si vous multipliez sigma et sigma prime entre elles, la signature de ce produit est égale au produit des signatures. Ok? Et c'est la seule application à vérifier ces propriétés-là. Alors, je démontrerai ça. En particulier, en fait, sigma est un morphisme de groupe, du groupe Sn avec la loi rond, dans le groupe moins 1,1 avec la loi fois. Vous avez vu, là, c'est le morphisme de groupe, il est là. Et il me manque que la signature de 1 égale 1. D'accord? Mais ça, oui, l'identité n'a rien changé, donc si on fait le calcul, ça fait 1. Alors, on va commencer par démontrer le corollaire avant de faire... c'est quoi ça? Avant de faire la démonstration de la signature. Bon bah c'est facile de démonstration du corollaire. Ok, bah la signature. Donc pour les morphismes de groupe, il faut vérifier la signature de l'identité. Enfin de l'identité, oui. Donc ça fait le produit pour i petit j des identités de j moins identité de i sur j moins i, c'est-à-dire le produit pour petit j de j moins i sur j moins i, c'est-à-dire 1. Ok, premièrement. Et deuxièmement, epsilon de sigma rond sigma prime égale epsilon de sigma fois epsilon de sigma prime d'après la propriété. Ok. Bon. Bon, donc c'est bon pour le corollaire. Ça va? Alors l'enjeu c'est de démontrer le théorème que voici. Donc on va démontrer ça. On va le faire dans l'ordre. Hein. Donc démonstration. Donc si on se place sur... on va regarder une transposition. Donc je vais prendre une seule transposition. Donc je vais prendre tau égale tau ij par exemple.
quand on va faire le produit, alors taux HK, on va mettre. Si je vais faire la signature de taux, ça fait le produit pour I plus petit que J de taux J moins taux I sur J moins I. D'accord? Bon, alors on va supposer que... Alors qu'est-ce qui va se passer? Alors quand I et J sont différents de H et K, il ne se passe rien. Donc il va rester que les situations où I égale H, où J égale K, ou les deux, etc. Bon, pour simplifier, on va supposer que H est plus petit que K, d'accord? Ça, on peut le faire sans perdre de généralité. Donc, quand est-ce qu'il va y avoir un changement d'ordre? Alors peut-être que, d'ailleurs, ce coup-ci, c'est peut-être plus intéressant de regarder les signes. En fait, c'est peut-être plus intéressant de regarder avec la fonction signe. On va le faire avec la fonction signe, je crois que c'est plus facile. Donc, produit pour I plus petit que J de signe de sigma de J moins sigma de I. Ok? Donc, ce qui nous reste, ce qui va nous rester, c'est la situation où J est égal à K, et la situation où I est égal à H. Enfin, donc on va avoir produit pour I plus petit que K, par exemple, produit pour I plus petit que K, plus petit que H d'abord, de signe de sigma H moins sigma I. D'accord? Ça, c'est facile à gérer. Point. Peut-être que j'aurais dû me mettre ici, parce que je vais avoir plusieurs bonhommes comme à écrire ici. Je vais me l'écrire là-haut. Produit pour I plus petit que H de signe de sigma H moins sigma I. Quoi? Produit. Donc, I plus petit que K de signe de sigma H moins sigma K moins sigma I. Donc là, il faudra réfléchir un petit peu. Fois le produit pour J plus grand que H de signe de sigma H moins de signe de sigma J moins sigma H. Donc là aussi, il faudra réfléchir. Fois le produit pour K plus petit que J de signe de sigma J moins sigma K. Là, il n'y aura pas besoin de réfléchir. Ok, donc le premier et le dernier, c'est facile à gérer. Pourquoi? Parce qu'en fait, sigma H, il vaut K. Ah oui, alors ça s'appelle taux. J'aurais dû mettre des taux plutôt que des sigma. Bon, taux égale sigma. Hein. Sigma égale taux. On s'en fiche. Donc sigma H vaut K. K, il est plus grand que H. Sigma I vaut I. I, il est plus petit que H. Donc ici, on a I plus petit que H plus petit que K. Bilan, le signe ici, ça vaut... C'est que des nombres positifs. Alors maintenant, on va se mettre dans cette situation-là. Sigma J, ça vaut J. Sigma de K, ça vaut H. D'accord? Et là, on est dans une situation où J est plus grand que K, qui est plus grand que H. Donc ici, le produit des signes, ça vaut plus aussi. On n'a que du plus. Ça marche? Là, on n'a que du plus. Là, on n'a que du plus. Alors, il va y avoir maintenant cette situation-là, les deux situations ici qui sont un petit peu compliquées. Donc, on va commencer par celle-ci, là. Sigma J, ça vaut J, et sigma H vaut K. Et là, ce qu'on sait, c'est que J est plus grand que H. Donc, en fait, il va y avoir deux situations pour J. Ou bien, il est strictement plus petit que K. Ah, il y en a un que j'ai pas fait encore. J'ai oublié de faire plus le signe fois le signe de sigma K moins sigma I, H. C'est celui-là que je n'ai pas fait aussi. Donc, ou bien
Et là, je vais prendre J différent de K. Parce que je l'ai fait là-bas. Et là, je prends I différent de H. Ok? Donc, ou bien H, J il est entre H et K. Et à ce moment-là, j'avais un changement de signe. Donc là, ça vaut moins. Là, il y a un moins. Ou bien, J il est plus grand que K. Et à ce moment-là, ça vaut plus. Alors, j'ai combien de moins ici? Là, il y a combien de moins? Donc, il y a H plus 1, H plus 2, etc. jusqu'à K moins 1. Donc ça, il y a donc J égale H plus 2, J égale H plus 1, J égale H plus 1, J égale K moins 1. Donc c'est-à-dire donc K moins 1 moins H plus 1 plus 1, soit K moins H moins 1 plus 1, donc moins 1. Fois moins 1. Ok, donc il y a moins 1 fois K moins H moins 1. Donc là, ça me donne déjà... Alors on a 1 multiplié par machin. Alors lui, celui-ci, qu'est-ce qu'il vaut? Ben là, ça vaut H moins K. Hein. Donc comme H est petit K, ça vaut moins 1. Multiplié par celui-là, c'est-à-dire moins 1 à la puissance K moins H moins 1, fois plus 1. Et il nous reste celui-là. En fait, qu'est-ce qui va se passer ici? Exactement la même chose. Sigma K va devenir H. Et en fait, il va y avoir toutes les situations où quand I est plus petit que K, mais quand I est plus petit que K, mais il reste toujours plus grand que H. Donc c'est les mêmes, il y en a autant. Donc ici, il y en a moins 1 à la puissance K moins H moins 1 aussi. Et donc après calcul, ça se simplifie, là, il reste moins, ça vaut moins 1. Ok, donc la signature de la transposition vaut moins 1. Bon, c'était le plus compliqué, une fois qu'on a dit ça, après ça va être plus facile. Alors, comment est-ce qu'on va démontrer le morphisme de multiplicatif ici? Voilà. On écrit epsilon sous sa forme sigma G moins sigma I sur G moins I. Et puis on divise et on multiplie par sigma prime G moins I. Ok. Donc, on l'applique direct, tu dis? Bon, on va voir. Donc, epsilon, donc il ne reste plus qu'à montrer le morphisme multiplicatif. Donc, la signature de sigma rond sigma prime, tu me dis c'est le produit pour I petit J de sigma rond sigma prime de J moins sigma rond sigma prime de I sur J moins I. Et tu me dis en fait c'est le produit pour I petit J de sigma prime de J moins sigma prime de I sur sigma prime de J moins sigma prime de I, je pense, multiplié par le produit pour petit J de sigma prime de J moins sigma prime de I sur J moins I. D'accord? En fait, on a multiplié en haut et en bas par produit pour I plus petit J de sigma prime de J moins sigma I. Alors la deuxième, elle est facile à voir, que c'est la signature de sigma prime. Et la première, bien, en fait, comme sigma prime est une bijection, on peut faire le changement de variable bijectif. Grand J égale alors là, je propose de repasser par le signe, comme ça nous garde l'ordre. Donc on fait produit pour les petit J de signe de sigma de grand J, de J. En fait, il faut rechanger l'ordre. Alors, attendez, comment est-ce que je vais faire ça? Non, je vais faire... En fait, on va pas faire ça. Ici, c'est ça que j'aurais dû mettre. En fait, le produit pour I plus petit que J de ça, qu'est-ce que vous en pensez si j'ai... est-ce que c'est vraiment important que I soit plus petit que J? Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Si J est plus grand que I, pareil. Si J est plus petit que I, qu'est-ce qui va se passer dans ce produit-là? Enfin, dans ce produit-là. Si J est plus petit que I, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir une inversion là, et je vais avoir une inversion là, en fait. Donc, autrement dit, peut-être que j'aurais dû le mettre. Le produit pour I plus petit que J
de sigma j moins sigma i sur j moins i, c'est la même chose que le produit pour l'ensemble ij appartenant à 2 parmi n indice n de sigma j moins sigma i sur j moins i. Hein? On l'avait vu? Je sais pas où. D'accord? En tout cas, une fois qu'on a vu ça, ça gagne du temps parce qu'en fait on s'embête pas à savoir. Quand je vais faire maintenant donc maintenant je vais faire mon changement de variable grand J égale sigma prime de petit j, grand I égale sigma prime de petit i. Ce qui m'intéresse c'est que j et i sont jamais les mêmes et donc on a ici un produit pour l'ensemble grand I grand J dans 2 parmi n indice n de sigma de grand J moins sigma de grand I sur grand J moins grand I. Voilà. Ok, donc ça, car, voilà. Et donc on retrouve que la signature de sigma en sigma prime égale la signature de sigma multipliée par la signature de sigma prime. Ok? Voilà. J'aurais dû anticiper un tout petit peu mieux que au moment où j'étais, où j'avais pas besoin, enfin, où il fallait absolument le faire. Alors, donc, d'autres façons d'obtenir la signature de sigma, c'est en règle générale ce qu'on utilisera. Si on a vu que tout... oui, alors maintenant... On n'a pas démontré que c'était la seule application à Ah, pardon on n'a pas démontré que c'était la seule, oui. C'est bien, ça expliquera un petit peu pourquoi on fait ça. Alors, pourquoi est-ce que c'est la seule? La seule, c'est quoi? La seule qui quoi? Elle est la seule application à vérifier ses propriétés. Oui, ok. En fait, parce qu'elle les vérifie et qu'il ne peut pas y avoir d'autres applications qui vérifient ça. C'est tout bête. L'unicité, en fait. Donc, soit état, une application de SN dans moins 1, tel que état de taux égale moins 1, quel que soit taux appartenant à Tn, et état de sigma sigma prime égale état de sigma prime. Ok? Donc maintenant, soit sigma, une permutation quelconque. Ce que je vais utiliser, c'est que Sn est engendré par les transpositions. Et donc, je vais montrer que état sur sigma ou la signature sur sigma me donne le même résultat. Ok? Donc sigma, donc il existe taux 1, etc., taux k, appartenant à Tn, tel que sigma est égal à taux 1, rond taux 2, rond taux k. On va avoir état de sigma est égal à état du produit au sens rond, là, Alexandre, des taux i taux k. Par propriété de morphisme, ça fait produit, aussi c'est les vrais produits, primaire de la k, de état de taux k. Mais les états de taux k valent moins 1 tous, donc ça fait moins 1 puissance k. Et pour les mêmes raisons, ça vaut aussi la signature de sigma. Et donc on a état et sigma qui sont égaux. État et epsilon, et la signature, pardon, qui sont égaux en tout sigma. Donc on a état égale sigma. État égale la signature. Ok, donc il n'y en a pas d'autre. Et ça permet d'anticiper donc le théorème de tout à l'heure, enfin celui-là, qui consiste à dire que si vous voulez calculer la signature, peut-être qu'une des bonnes façons, c'est de décomposer votre permutation en produit de transposition. D'accord? Si vous décomposez votre permutation en produit de transposition, eh bien, vous calculez le nombre de transpositions que vous avez, et moins 1 la puissance sur le nombre de transpositions va vous donner votre signature. Ok? Enfin, la signature de la permutation que vous regardez. Exemple. Ça va? Donc, exemple. Si on prend cette permutation-là, donc 3, 5, 7, 2, 1, 4, 6,
et qu'on l'écrit en produit de transposition, qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc, soit vous faites l'algorithme machin, mais souvent il y a trop de transposition. Ici, on peut le faire en cycle déjà, et puis après on transpose comme on a fait tout à l'heure. Donc 1 est transformé en 3, 3 en 7, 7 en 6, 6 en 4, 4 en 2, 2 en 5, 5 en 1. C'est un seul cycle. D'accord, c'est un seul cycle. Donc, on va en produit de transposition, ça fait, on sait faire, donc c'est 1, 3. Enfin, une possibilité, c'est 1, 3, 3, 7, 7, 6, 6, 4, 4, 2, 2, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc la signature de sigma, ici, égale à moins 1 puissance 6, égale 1. Ok? Donc, surtout, vous ne faites pas, je regarde tous les produits de croisement et compagnie. Hein. Ok? Ça ne marche jamais. Hein. Ça ne marche jamais comme ça. Alors, puisque vos permutations en règle générale, vous les transformez en produit de cycle et après les cycles en transposition, et que vous calculez la signature avec la transposition, peut-être qu'on peut essayer d'imaginer que, aussi, à partir des cycles, on peut directement calculer la signature. Et donc, si votre permutation, sigma, se décompose en cycle C1, etc., CP, des cycles exponentiels de longueur respectivement L1, etc., LP, la permutation, c'est ça. Alors, sa signature, c'est n moins 1 à la puissance n moins p. Nombre, la taille, moins le nombre de cycles. D'accord? Ou encore, la somme pour I variant de AP des LI moins 1. Alors, il y a une petite astuce, enfin, il y a une petite attention à avoir ici, c'est qu'on tient compte des cycles de longueur 1 dans le calcul du nombre de cycles. Donc, il faut compter les points fixes parmi les cycles. D'accord? Sinon, on va avoir un petit problème dans le calcul. Alors, il faut qu'on fasse la démonstration maintenant. Non, on va faire l'exemple. C'est le même. Voilà, c'est le même. Donc ici, il y a une seule orbite. Donc, autre formule. Avec l'autre formule. On a la signature de sigma qui est égale à moins 1 à la puissance 7 moins P, c'est le nombre de cycles, donc, ou orbite 1, donc c'est moins 1 à la puissance 6. Silo 1. Ok? Alors maintenant, on va faire la démonstration. Eh bien, c'est facile. Chaque cycle CI peut s'écrire comme un. Donc, supposons que sigma égale à C1 rond C2 rond CP. L1, c'est la longueur, voilà. LI, c'est la longueur de CI. Donc, en fait, vous allez avoir CI qui va se décomposer d'après la formule de Schall, là, en un produit de... Donc, quand il y en a 3, par exemple, c'est en un produit de 2. Quand il y en a 4, c'est un produit de 3. Donc, CI se décompose en produit de... Se décompose en produit de LI moins 1 transposition. D'accord? Même si CI n'a qu'un seul élément, d'accord? Si CI n'a qu'un seul élément, donc LI vaut 1, et donc il y a 1 moins 1, c'est-à-dire 0 transposition, ben oui. Non, pas d'accord? Si? Je sais pas, il dit non, mais il est d'accord. Alors, donc ça c'est vrai, même quand c'est LI égale 1, même si LI égale 1, c'est un point fixe. D'accord? Et donc finalement, qu'est-ce qu'on va obtenir pour la signature de sigma? Eh bien, le produit des signatures de chaque CI, d'après le fait que la signature est un morphisme de groupe, c'est-à-dire le produit pour I variant de 1 à P, de moins 1 à la puissance LI moins 1. Ce qui est la deuxième formule là-bas. Ah non, pardon. Donc c'est pas tout à fait la deuxième formule. Donc, le produit des moins 1 puissance truc, c'est moins 1 puissance la somme. Moins 1 puissance somme pour I variant de 1 à P des LI moins 1. D'accord? Donc ça, c'est bien la deuxième formule. Et la somme des LI, c'est quoi? Donc ça fait moins 1 à la puissance. Somme pour I variant de 1 à P des LI moins la somme pour I variant de 1 à P de 1. Donc, alors la somme pour I variant de 1 à P de 1, ça fait P.
Et la somme pour i variant de 1 à p des LI, ça vaut N, à la condition que dans les LI, on a bien compté les points fixes. D'accord? Ça vaut N. Donc, car la somme des LI pour i variant de 1 à p égale N si on tient bien compte des cycles fixes. Ok? Et je me suis raté. Ok? Si on tient bien compte des cycles fixes. Voilà. Voilà, donc on a séparé en deux parties en fait. Donc la signature, on garde d'un côté les formes alternées et les formes non alternées. Alors on va dire qu'une permutation est alternée si sa signature vaut 1. Donc on a un premier moyen de calcul, un deuxième moyen de calcul, un troisième moyen de calcul, et un quatrième, à la limite, qui consiste à compter le nombre de croisements dans le graphe de l'algorithme des croisements là. Ok, donc on a 4 façons de calculer la signature. Ça, c'est le TD de jeudi, mais avec des exercices que vous n'avez pas encore. Je vais vous les distribuer là. Oui? Oui? Qui part directement de la représentation de la permutation. Quelle représentation? Celle que vous avez écrite dans le carton de Celle-là? vraiment la première représentation de la permutation que vous avez écrite. Celle-là? Ouais. On commence par aller au premier nombre qui diminue. Donc dans ce cas-là, c'est 2. 3, 5, non, dans la ligne bas. Ouais, 2. Dès que c'est décroissant, ouais. Et à partir de là, pour chaque chiffre, on regarde en arrière et on compte le nombre de chiffres qui sont plus grands que lui. Donc 7, 5, 3. Là, il y en a 3. Donc 1, il a encore diminué. Donc il y en a 4. Donc ça fait 7. Là, on remonte. Et on en trouve 2. Le 7 et le 5. 7, 5, oui, voilà. Oui, donc en fait, ton truc du début, c'est la même chose que le truc à la fin, mais sauf que ça faisait 0, 0, 0 en fait. Ouais, donc le DC. Mais c'est ça, ça correspond à la première méthode en fait. On regarde pour chacun des termes combien est-ce qu'on en a eu, enfin combien d'inversions on a eu avant en fait. Donc aucune. Ah, là il y en a eu 3, là il y en a eu 4, là il y en a eu 2, et là il y en a eu 1. D'accord? Donc il y a eu 7 et 1, le reste était pair, donc ça fait un nombre pair, donc ça fait plus 1. Ok? Alors, on va regarder, pendant que je vous fais le papier, vous allez faire... Je trouvais c'est 568, c'est un 6 là. D'accord, 568. Vous allez faire le 569 là tout de suite. Pourquoi 569, j'ai pas ma liste. 569, pourquoi pas. C'est ça. Il y en a un trop là et un autre. Super, merci. Alors ça y est, vous avez fini 569? Ouais, c'est super facile. Et tout est facile là. Hein. Enfin, c'est moins un concept que... « 569, quelle signature machin ?» Donc on a les cycles 1, 4, 6, 8, 2, 3, 5, 7, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc il manque
Une petite blague. Il y a 9 qui est tout seul. D'accord? Donc, heureusement qu'on nous a dit que c'était S10 et pas raison, on ne sait pas trop. Hein. Donc on est sur S10, donc c'est bon, tout le monde est là. Et donc la signature de sigma ici, voilà, moins 1 à la puissance 10 moins 4. 1. Ok? Alors ensuite, alors on va faire donc 561. Soit sigma machin, écrire sigma comme produit de cycle de support du 20, peut-on en déduire de ce résultat P tel que sigma P égale l'identité? Oui, bien sûr. Alors, on y va. Donc, sigma égale, donc ici, 1 est transformé en 5, qui est transformé en 2, qui est transformé en 3, qui est transformé en 1, 4 est transformé en 8, qui est transformé en 4, 6 en 9, et 7 ne bouge pas. Donc là, c'est fini. Sigma 4 égale l'identité. Bravo. Et les autres, par exemple, sigma 2, qu'est-ce qu'il vaut sigma 2? Alors on va laisser quelques 2 secondes. Sigma 2, 1, 2, ça y est, vas-y Mathéo. Le cycle 4, j'ai rien compris. Le cycle au carré. Oui, le cycle au carré. D'accord. Et ça fait quoi le cycle au carré? 1, 2, 5, 3. D'accord? 1 devient 2, 2 devient 1. 5 devient 3, 3 devient 5. Et les autres sont fixes. Ok? Et sigma 3, qu'est-ce qu'il devient sigma 3? 1, 3, 2, 5, 4, 8, 6, 9. Ah, ça, vous avez l'air d'être... Oui, Théo. En 23 sigma carré, on sépare. Ben, parce que 1 devient 2, et 2 devient 1, donc le cycle est fini. Et 5 devient 3, qui devient 5. En fait, ils se séparent. C'est pas grave, hein, ils sont réconciliés après. C'est bon? Ok, et puis après, les congruences modulo 4 redonnent les résultats qu'on a là, en fonction des congruences. Des questions? Bon, alors on continue. 562. Soit sigma. Ah, vous allez la faire pour aujourd'hui, ça? On l'a fait hier. Donc 563. Soit f et g deux transpositions montrer que soit f rongé égale l'identité, soit f rongé au carré égale l'identité, soit f rongé au cube égale l'identité. Bon. Alors, Laurent. L'ensemble J est égal à l'ensemble carré. Soit ils sont tous différents entre eux. Ah, donc IJ égale KL. I différent de K. I n'appartient pas à KL. J n'appartient pas à KL. Soit I appartient à KL. Et J n'appartient pas à KL. Et là, bon, en fait, je vais mettre sans perte de généralité, parce qu'en fait, il peut y avoir l'autre option, I appartient à KL, et I n'appartient pas à KL, pardon, et J appartient à KL. Ok? Alors, dans le premier cas, donc tau IJ finalement, donc F égale tau IJ égale tau KL égale G, donc FG égale l'identité, c'est ça? Dans le deuxième cas, là, il n'appartient pas. Dans le deuxième cas, donc F rongé au carré égale. Du coup, c'est tau IJ au KL au carré. Et en fait, comme I et J et KL sont à support
disjoint, ça commute. Vous avez taux ij carré rond taux kl au carré, c'est-à-dire identité rond identité égale identité. Donc là, c'est support disjoint. Support disjoint. Ok? Et maintenant, I appartient à KL et J n'appartient pas à KL. Donc F rond G au cube, sûrement. Donc ça fait taux IJ rond taux KL. Donc, qu'est-ce que ça va nous donner? Taux IJ rond taux KL. Au cube. Là, j'ai testé pour les valeurs. Hein? J'ai testé, enfin j'ai mis I est égal à L sans faire de généralité, j'ai testé. Ok, on a fait. Oui, Mathéo? En mettant I égale à L. Voilà, donc c'est ce qu'il vient de dire. On obtient un principe qui est aucune identité. Ok. Donc sans perte de généralité, on va faire I égale L. Et J n'appartient pas qu'à L, sans perte de généralité. Donc ça nous donne le cycle. Donc I est transformé en J. I est transformé en J. Alors pardon, ça revient par là. Donc I est transformé, il est transformé en K. Ok. L, c'est I. J'ai déjà dit. K est transformé en I, qui est transformé en J. Et J est transformé en I. Donc ça fait ce truc-là. Et donc ça fait l'identité. Un cycle de longueur 3, de puissance 3, ça fait l'identité. Ok, donc on a ces trois produits-là qui font l'identité. Ensuite, 564. Exprimez le produit 1, 2, 3, 4, 5, 6 comme puissance d'un seul cycle de S6. Donc là, typiquement, il va y avoir cette histoire-là. Oui. J'arrive pas à comprendre pourquoi en fait pourquoi payer de puissance. Voilà, je regarde sigma 4, sigma 2, de 1. Qu'est-ce qu'il vaut sigma 2 de 1? On va pas avec un crochet comme tout à l'heure. Sigma 2 de 1, qu'est-ce qu'il vaut? Oui. Il vaut 2. Oui, quand on applique une fois sigma, ça donne 5. Et quand on applique encore une fois, ça fait 2. Donc ça fait sigma de 5, ce qui fait 2. Donc je suis en train de dire, après 1, il y a 2 dans mon cycle. Maintenant, je vais regarder sigma 2 de 1. De 2, pardon. Donc ça fait sigma de 3, qui fait 1. Donc après 2, j'ai survécu 1, c'est fini. Je regarde 5 maintenant, 3. Donc 4 qui va donner 8, qui va donner 4, c'est fini. 8, il reste 8, c'est pareil, 6, et que les autres bougent pas. Ça va comme ça? Pas de mal, hein? La tentation, ce serait de dire, quand on a ça, il faut faire ça, quand on a ça, non, il n'y a pas de faute quand il y a ça, faut faire ça, on regarde, et puis voilà. Donc 563. C'est rapide ou c'est pas rapide? Oui. Et puis après on fait la récré. 563. On est déjà à 4. C'est encore plus rapide que ce que je pensais, 563. Alors, exprimez le produit. Alors, Alexandre. On alterne les nombres du premier cycle avec les nombres du deuxième cycle. Donc toi tu dis je prends 1, 4, 2, 5, 6, 3. Non, je vais rater. 3, 6. Et ce machin-là, je le mets au carré. Au carré? Au cube? Au carré. Qu'est-ce qui se passe? Donc 1 est transformé en 4 puis en 2. Donc 1 est transformé en 2. 2 est transformé en 3. 3 est transformé en 1. C'est pas mal. Et 4 en 1, en 5 et en 6. Ah, cool. Voilà. Pause.